Hello la famille, African Unit, footballistique. Are you ready? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur les antennes de la Belle Radio et Télévision pour votre émission Focus Cannes. À mes côtés, je suis accompagnée de François Binet. Bonsoir. Bonsoir Marie-Paul. Saoud, bonsoir. Bonsoir. Aziz. Bonsoir, Bonsoir. bonjour. Sinon, bonjour pour certains. Aujourd'hui, nous parlons des matchs qui se sont déroulés dans la journée d'hier, des matchs un petit peu houleux. On a le Nigeria qui a été, qui n'a pas, je le dirais, qui n'a pas. Aziz, tu vas me passer le mot. Qui n'a pas su, voilà, qui n'a Merci. pas su prendre le dessus sur Qui n'a pas écrasé Le Burundi. le Burundi. Oui, le Nigeria, enfin, vous savez que les matchs de ce type pour les équipes d'un certain niveau démarrent souvent presque de la même façon. Hein. C'est souvent difficile parce qu'en face, ces équipes, entre guillemets, qu'on présente comme de petites équipes, viennent avec beaucoup de détermination, également d'envie. Elles essaient de montrer qu'elles ne sont pas là en victime expiatoire. Donc le Nigeria a réagi. Le Nigeria aurait pu perdre ce match. On a eu des actions nettes en première mi-temps du Burundi. Le Nigeria aurait pu passer à la trappe. Le Burundi qu'on n'attendait pas, François? Bien, non, il faut peut-être pour ceux qui n'ont pas observé le Burundi pendant les éliminatoires, aurait pu penser que le Nigeria s'imposerait aussi facilement face à cette formation. Or, souvenez-vous que quelques jours avant, on avait loué l'attitude de cette équipe burundaise qui a cette manie d'évoluer en groupe. Ils ont failli faire un traquenard au Nigeria dès les premières minutes avec cette occasion ratée par l'attaque burundaise. Mais quand vous avez un garçon comme Igalo avec vous, c'est sûr qu'à tout moment, il peut faire la différence. Et vous avez vu que sur une action après l'entrée de Michael Obi, et surtout Igalo qui n'était pas en début de partie, leur rentrée a fait beaucoup de bien au Nigeria avec un peu plus de technicité, un peu plus d'allant, ce qui a permis justement au Nigeria de s'imposer face au Burundi. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est un mauvais choix du coach? Pourquoi faire entrer Igalo en deuxième partie de jeu? Je pense, comme l'a tenté de faire la Guinée en mettant Nabil Keïta au banc, est un peu mieux. Saoud, le Nigeria, 1-0, un peu comme l'Égypte. Est-ce qu'on ne peut pas dire que les favoris ils vont plutôt un peu par le dos de la cuillère? Bon, moi je vois que souvent le début du championnat, c'est comme ça. Les grandes équipes se rencontrent avec des petites équipes comme ça ou des nouvelles équipes. D'accord, bon, on teste, il y a les tests entre les deux équipes, il y a les débuts, les gens sont en train de se mettre en forme, tout ça, d'accord. Le début, souvent c'est comme ça. Voilà, c'est pas. Voilà. L'Égypte, on va voir. Avec l'Égypte, avec l'Algérie, on va voir avec les grandes équipes dans le prochain match. Heureusement, justement, c'est pour ça que le premier match est important, peu importe le score. Mais ce qui est intéressant, c'est de prendre les 3 points. Et ce qu'a fait l'Égypte, et ce qu'a fait le Nigeria. Donc le Nigeria peut voir le deuxième match avec beaucoup plus de sérénité, tout en observant bien sûr ce qui n'a pas pu marcher, qui ne leur a pas permis de prendre l'ascendant forcément sur leur adversaire. Je pense que la deuxième journée va leur permettre peut-être de monter un tout petit peu le niveau pour aller crescendo dans cette compétition. On a un supporter du Sénégal avec nous, le Nigeria, battu 1-0. Votre sentiment? Oui, je pense que cette CAN est une suite logique de 2017. Il n'y a plus de petites équipes en Afrique. Nous avons bien vu pendant les éliminatoires où Madagascar termine deuxième derrière le Sénégal. Nous avons vu aussi le match que Madagascar a livré hier face à la Guinée. C'est pour confirmer qu'il n'y a plus de petites équipes, les niveaux s'équivalent. D'autant plus que aussi, ce que nous avons remarqué dans les équipes de l'Afrique australe, avec cette chaleur, elles ont un avantage que peut-être que les autres n'en ont pas. Avec le professionnel, certes, ils ont un gros lot de professionnels. La chaleur, Gernot Rohr l'a signalé, plusieurs joueurs malades au cours de ce début de la CAN. Il en manquait certains. Avant même le début de la CAN, ouais, l'équipe du Nigeria a eu des joueurs, enfin pas que l'équipe du Nigeria, il y a eu d'autres équipes également qui ont eu des joueurs qui ont attrapé un virus dû à la chaleur. À la chaleur, exactement. Si nous faisons aussi le constat, la majeure partie des équipes de l'Afrique australe, leurs joueurs évoluent dans leur championnat, dans leur propre championnat. Donc peut-être ils auront moins de problèmes à cette acclimatation-là. Alors que, par exemple, si nous prenons certaines équipes avec un gros lot de professionnels, forcément les premiers matchs, ils auront des soucis au niveau de la chaleur.
Et peut-être au fur et à mesure, vers le troisième match, il y aura cette acclimatation et que les premières équipes peut-être qui s'agrippaient au score, vouloir tenir, qu'elles vont lâcher un peu du lest. Et on a un Égyptien sur le plateau, Saoud. Est-ce que la chaleur, c'est un handicap? Bon, non, je ne crois pas, seulement c'est l'adaptation. D'accord? Donc les équipes, les Sénégalais, les Camerounais, les Nigériens, bon, ils prennent quelques jours pour s'adapter avec le climat égyptien. C'est pas, même pour les Égyptiens, quand on arrive par exemple au Gabon, quand on arrive au Nigeria, on a besoin de quelques jours au début pour s'adapter au climat. Vous savez, le climat c'est un peu différent. D'accord? Donc il faut que les autres s'adaptent. Pour quelques jours, c'est fini. Tout le monde, ça va partir, ça va bien partir. Il n'y a pas de problème pour la chaleur. C'est pour ça que plusieurs nations se sont préparées du côté du Qatar. Et c'est beaucoup pris leur départ du Qatar pour finalement rejoindre l'Égypte. Qatar C'était pays justement chaud également. Exactement, c'est une période où il y a une forte chaleur. Donc ils ont essayé de prendre un peu le pouls de ce côté pour pouvoir très facilement s'acclimater au climat de l'Égypte. Et puis à côté du Nigeria et du Burundi, on avait l'Ouganda et la République démocratique du Congo. 41 ans. Après. 41 ans depuis 1978 que l'Ouganda ne s'est plus imposé en Coupe d'Afrique. Et là, c'est une réussite face à une belle formation de la RDC. C'est un gros coup en même temps, ce qui fait que la RDC s'est fait vraiment surprendre parce qu'on ne peut pas avoir des attaquants comme Bakambu, Chancel Bemba et tous ces. La RDC n'a pas pu revenir. Aziz, l'Ouganda, premier de sa poule. Oui, et la RDC n'a malheureusement pas tiré les enseignements des éliminatoires de là. Parce que le Zimbabwe a puni la RDC à domicile pendant les éliminatoires. Le Zimbabwe et l'Ouganda sont deux équipes quasiment du même niveau. Cela aurait dû renseigner sur la suite. Et puis bon, Florent Ibenge l'a d'ailleurs souligné hier, sont venus jouer comme s'ils affrontaient. Donc les premiers matchs, à coup sûr, ils sortent. Donc on espère que là, ils ne vont pas tomber dans ce piège-là, parce que chaque fois qu'ils perdaient le premier match en ouverture de leur poule, ils étaient toujours éliminés en phase de poule. Là, on espère qu'ils vont changer cette histoire. Là, ils semblent bien partis pour rentrer à la maison prématurément. Parce que le deuxième match, c'est contre l'Égypte. Et bon, c'est vrai que le football, ce n'est pas que des statistiques, mais contre l'Égypte, Saoud, ce sera difficile pour la République démocratique du Congo. Bon, ce qu'on dit, mais vous savez, on voit de surprises là. On a dit que le RDC va gagner l'Ouganda, mais c'était le contraire là, ce qu'on dit. Mais on va avoir des surprises. Je ne crois pas de toute façon, mais ce sera. On va voir. Juste le rassurer que chaque fois que l'Égypte est affrontée, que ce soit en phase de poule, la RDC, l'Égypte s'est toujours imposée. Bon, mais là, est-ce qu'on ne va pas dire que les petites équipes volent la vedette aux grandes? Nous ne sommes qu'à la deuxième journée. Est-ce qu'il y a encore des petites équipes, les petites équipes je crois qu'il vaudrait mieux parler peut-être de nouvelles équipes, parce que ces équipes-là sont outillées aussi. C'est mieux même. Parce qu'en regardant le match, moi je me dis que l'Ouganda a joué sur le fort du RDC, parce qu'on sait que RDC c'est une équipe qui est physiquement forte. Mais hier, l'Ouganda l'a imposé un physique impressionnant. Exact. Et en plus, ils étaient tactiquement disciplinés et réalistes. Tout à fait. Comment se fait-il que deux coups de pied arrêtés, ils arrivent à scorer 2 buts? Donc, comme vous dites tantôt, il n'y a plus de petites équipes. En réalité, lorsqu'on parle de petites équipes... Le football se joue sur le terrain, ce n'est pas sur le papier. Exactement. Lorsqu'on parle de petites équipes, en fait, il faut partir de ce qu'on dit généralement sur le papier. Ce sont des statistiques. Voilà, sur le papier, palmarès, c'est l'historique aussi des équipes. Quand vous voyez la RDC, vous voyez l'Ouganda, historiquement, la RDC au-dessus. Maintenant, c'est sur le terrain, vous avez vu, comme il dit, ce que les Ougandais ont eu de la percussion physique. Et plus d'occasions de jeu que la République démocratique du Congo. Dans le jeu, ils avaient beaucoup plus de détermination, d'engagement, ce qui n'était pas du côté des Congolais. Les Congolais semblaient être à l'aise, pensant que même quand ils ont encaissé le premier but, ils avaient cette sérénité, mais en réalité, c'était une sérénité qui cachait quelque chose. Et la preuve, le deuxième but, leur a pris de court, et voilà qu'ils sont sortis de là avec une défaite. Donc, il ne faut pas sous-estimer les adversaires, il faut aller d'entrée de jeu, et je crois que l'Égypte a su gérer son match, même s'ils n'ont gagné qu'un 0, mais ils attendaient certainement un bon moment pour faire, parce qu'il ne faut pas aller à l'abordage, parce qu'on a un soi-disant faible en face. Et puis le tout dernier match, c'était Guinée-Madagascar. Guinée-Madagascar. Un dos à dos pour les deux sélections. Deux buts partout, une très belle opposition. Et
Et justement, on a vu que Madagascar, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, est venu armé. Les Malgaches ont eu un comportement, en tout cas qui laisse penser qu'il y a eu une bonne préparation derrière et que même pour une première participation, l'équipe n'est pas là pour prendre des valises de but. Parce que finalement... Mais ils ont un coach assez sérieux, M. Dupuis, ancien coach en Ligue 2, Ligue 1 française. C'est quelqu'un qui a apporté du sérieux et du professionnalisme dans cette équipe malgache. L'optique, heureusement, qu'ils s'en sortent aussi bien. L'optique, c'est la naïveté qu'on a pu constater au niveau de la défense, notamment si vous voyez le premier but encaissé des Malgaches, et surtout sur le tacle qui amène le penalty face à cette formation qui amène en faveur de la Guinée. C'est un tacle, un joueur expérimenté de l'envergure d'une compétition continentale comme celle qui est en train de se jouer n'aurait pas dû faire ce geste-là. Je crois que ça aurait permis à la Madagascar de pouvoir s'imposer. Et je crois que les Guinéens sortent de là surpris. Et avec ce nul-là, je pense que c'est une défaite, même si c'est un nul, mais c'est une défaite moralement de la part des Guinéens qui a une belle brochette de joueurs qui auraient pu s'imposer face aux Malgaches. Est-ce qu'on rappelle que les Malgaches, c'est leur première participation à la Coupe d'Afrique des Nations? Je crois que les gens devaient observer cette équipe-là, parce que ce qu'elle a fait face au Sénégal, c'était, normalement le Sénégal dans son groupe aurait pu marcher sur toutes ces équipes-là, quand on regarde la force et la puissance des attaquants du Sénégal, mais qui n'ont pas pu prendre forcément le dessus sur cette équipe malgache. Elle est venue là, elle ne fait pas beaucoup de bruit, attention qu'elle ne passe pas entre les mailles du filet et pouvoir se retrouver dans le carré. L'homme du match, je crois que je vais décerner plutôt un tableau d'honneur à l'équipe de Madagascar, hein, parce que c'est un bloc équipe qui s'est opposé à la Guinée, qui a vraiment fait en sorte que le sélectionneur national ne parvienne pas à prendre le dessus et à gagner finalement, malgré tout ce qu'ils ont comme joueurs dotés de qualités techniques exceptionnelles. On a pas mal d'éléments qui ont montré que Madagascar va être une équipe à prendre très au sérieux parce qu'elle joue en bloc et elle évolue justement grâce à ce bloc équipe. Et du côté du match République démocratique du Congo-Ouganda, Saoud? Oui. Selon vous, quel a été l'homme du match? République démocratique du Congo-Ouganda? Ouganda, bon, moi je croyais que la République démocratique qui va gagner Ouganda, D'accord. mais on voit la surprise, vous voyez. C'est pour ça même je crois, l'équipe égyptienne, il a peut-être, il a vu aussi la même chose donc le match avec la République démocratique du Congo, ce sera plus dur par rapport au Ouganda, mais maintenant elle est en train de revoir les deux équipes. Voilà, d'accord. Donc maintenant, Ouganda, c'est le premier du groupe. L'Égypte, c'est le deuxième. Voilà, ça, il faut voir ça. Les équipes doivent voir ça avant le match. François, Nigeria-Burundi, l'homme du match? Nigeria, c'est naturellement l'homme qui a sorti le Nigeria du traquenard, donc Igalo. Et on rappelle qu'Igalo joue en Chine, hein, à Shanghai chinois. Donc, ce n'est même pas un joueur de championnat anglais ou de championnat européen, on va dire, dans l'ensemble. C'est quelqu'un qui revient de la Chine et qui est un buteur qui a sauvé le Nigeria. Moi, je pense que j'ai apprécié Igalo, qui a sauvé le Nigeria. Pour moi, c'était le meilleur du match. Et dès les premières touches de balle. Ah oui. Dès les premières touches. Lui, il n'a pas besoin de beaucoup d'occasions, Igalo, pour faire la différence. Je pense que pour les petites équipes, que nous disons, petites équipes entre guillemets, l'instar ou bien le meilleur joueur, c'est le collectif. Exact. Parce que ce sont des équipes qui ont commencé à jouer sur une longue période. Supposons si nous regardons la Mauritanie, ils ont le même collectif, ça fait plus de 5 ans. Donc la vraie star de l'équipe, c'est le collectif qu'ils ont. Et pour revenir au but de Igalo, moi je vais dire que c'est un vrai but d'attaquant. Exact. Parce que sur une petite erreur de défenseur, là où il était court sur le ballon, il a pu profiter de cet espace-là et marquer le but. Ça, c'est du professionnalisme. Et Igalo, on le rappelle, qui a été meilleur buteur des éliminatoires. Tout à fait. De la Coupe d'Afrique des Nations avec, je crois, 7 buts. Exact. C'est parfait, c'est 7 buts et c'est ce qui a permis au Nigeria de se qualifier haut la main dans le groupe avec le Cameroun qui était dans le même groupe. Et puis dans le cadre de la première Algérie, journée, nous revenons là-dessus, les supporters zimbabwéens ont été interdits pour certains d'accès au stade. Bon, peut-être qu'ils n'ont pas respecté certaines règles parce que la FIFA et finalement la CAF également
ont quand même un certain nombre de règles à respecter pour avoir accès au stade. Il y a plusieurs cordons de sécurité et il y a des règles FIFA et CAF à respecter pour les supporters. On n'a pas le détail. On voit dans l'élément et puis Ils sont on revient dans un tout juste désarroi après. indescriptible. Ces supporters zimbabwéens qui ont fini de faire le pourtour du stade sans y accéder. Nous sommes là depuis 14 heures. Malgré l'obtention de nos cartes d'accès, ils nous ont empêchés d'entrer. C'est dommage, puisque le football, c'est la fête, c'est la joie. Mais nous avons le cœur meurtri alors que notre équipe a besoin de nous. C'est grave ce qui se passe. Jamais nous n'aurions imaginé trouver un tel accueil. Pourquoi la CAF leur a donné l'organisation, sachant qu'ils ne comprennent pas le sens de l'hospitalité? L'absence de guide ou d'interlocuteur dédié est incompréhensible, se plaignent-ils. Depuis notre arrivée, impossible d'avoir la bonne information. En tout cas, il y a de véritables soucis. Nous espérons que tout rentrera dans l'ordre. C'est très dur. Ils laissent leurs supporters entrer sans problème. Voilà, c'est triste. Mais que faire? Une fausse note juste avant l'ouverture de cette compétition. Le comité d'organisation va sans doute prendre des dispositions pour que les autres rencontres se déroulent sans incident. Des Zimbabwéens mécontents pour ne pas avoir eu accès au stade pendant que leur équipe était en train de jouer avec l'Égypte. Peut-être une fausse note Je crois qu'il y a un problème d'information parce qu'ils soulignent bien, on le voit dans le sujet, qu'ils ont les cartes d'accès au stade. En principe, ils devraient avoir accès au stade. Bon, après, il faut parfois se dire qu'il y a dans les organisations de compétitions comme cela, le comité d'organisation ont parfois des éléments qui excèdent dans leur semblant de boulot. Et dans cet excès-là, parfois, ils exagèrent un peu parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un supporter qui a son badge et en plus d'avoir le ticket, ne pas pouvoir. Je ne pense pas que quelqu'un soit parti du Zimbabwe, monté vers l'Égypte et se retrouver là dans une position illicite. Non, je ne pense pas. Je pense qu'il y a juste un petit couac au niveau du comité d'organisation. Puis j'espère vont pouvoir le régler d'ici là pour qu'on n'ait plus ce genre de situation. Ça ne fait pas bien pour la compétition. Moi, je suis étonné de cette information, d'accord, mais je vois peut-être c'est mal, l'information est mal expliquée ou mal passée, d'accord. Je ne vois pas une raison, vraiment. Je ne vois pas une raison, comme Égyptien, je ne vois pas une raison, d'accord. Est-ce que l'information est mal passée ou qu'est-ce qui se passe exact là? Je crois qu'il y a eu certainement un problème de communication. Ouais. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'après avoir eu la carte d'accès au stade, on n'y parvienne pas. Surtout cette année-là, les cartes d'accès au stade, c'est par nom, par les numéros de siège. C'est bien même peut-être la photo de la personne sur la carte d'accès. Donc, d'accord, donc imaginez si vous venez avec la carte d'accès, après à la rentrée, il te dit non, tu n'es pas passé. Donc il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est passé que nous, on ne connaît pas. Parce que nous ne sommes pas sur place, nous, on ne connaît pas. C'est pas soit l'information est mal passée, soit il y a quelque chose que nous, on ne comprend pas. Absolument. D'accord, et puis notre thème du jour, c'est les jeunes joueurs de cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, dont le plus jeune, c'est un Tunisien, Marc Lamti, il n'a que 18 ans. Oui, et c'est dire que finalement la formation des joueurs en Afrique est de plus en plus prise en compte. On a de plus en plus de jeunes joueurs qui intègrent rapidement les centres de formation. La plupart de ces jeunes joueurs-là sont d'ailleurs formés dans ces pays-là qui ont une tradition de formation de footballeurs avec des structures d'accueil qui sont de très haut niveau. Et on aura de plus en plus, je pense, au fur et à mesure que l'on avance, de joueurs plus jeunes dans ces compétitions-là. Oui, Marie-Paul, il faut juste rappeler que c'est un joueur qui est allemand, mais d'origine tunisienne, qui est né en Allemagne et qui est au centre de formation de Kaiserslautern et qui est en U20, en U19 de cette formation allemande et qui intègre pour la première fois cette formation tunisienne
il a joué son premier match au mois de juin face à l'Iran. Donc c'était son premier match, il est rentré à la 88e minute et là on espère qu'il fera ses débuts en sélection tunisienne. Il viendra pour la première fois, il ne parle ni arabe, ni français, ni rien du tout, il parle tout simplement allemand. Donc c'est un garçon qu'il faudra gérer au niveau de la langue. Il est encore très jeune et on espère qu'il fera de beaux jours pour la Tunisie. Et à côté de lui, on a le Malien Cheikh Doucouré. Oui, Cheikh Doucouré, il joue en deuxième division française, il est en L2. C'est un garçon qui a réussi à mettre Lens au niveau de la saison dernière en jouant même les playoffs pour l'accès en Ligue 1. Et il est sollicité actuellement même. J'espère que la CAN va lui permettre d'avoir un peu plus, mais c'est Nice qui le veut actuellement. Et il a joué la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans au Niger. Donc c'est des garçons comme ça qui vont peut-être faire l'avenir de notre football continental. Aziz, on a également le Burundais Mohamed Amissi qui a joué hier face au Nigeria. Il fait partie des plus jeunes du top 4 des joueurs. Mohamed Amissi qui avait été également remuant, parce qu'il faut dire qu'ils ont dans l'ensemble une équipe très jeune. Lui, il a effectivement fait partie des plus jeunes, des Hirondelles, mais c'est un joueur qui a quand même la maturité de quelqu'un qui fait plus âgé dans sa façon d'évoluer. On a l'impression d'avoir affaire à un joueur d'âge plus mûr, mais c'est simplement sa maturité. Mais c'est vrai qu'il est très jeune et qui fait partie des gros espoirs du Burundi. Et lui, il est en Hollande. Il joue, il n'est même pas encore en première division. Dans son club, il est encore, on va dire, dans les basses classes de son club en Europe, en Hollande. Mais aujourd'hui, de le retrouver en équipe première, donc en sélection nationale, c'est tout simplement extraordinaire. Ça veut dire qu'il a le potentiel pour pouvoir s'imposer même en première division. Et on espère tout simplement que la vitrine qu'est cette CAN-là lui permettra de monter d'un cran au niveau de son club et pourquoi pas monter à l'élite aussi. Ça vous donne plus de chance aux jeunes à présent dans le football africain? Comme on a dit la dernière fois, là, on a dit la CAN, chaque fois, de toute façon, on voit des jeunes, on voit des joueurs qui montent, et il y en a les sélectionnaires qui vont voir, ils vont choisir. Donc à la fin de cette CAN, on va voir plusieurs joueurs africains qui vont jouer, qui seront recrutés en Europe, dans les grandes équipes, tout ça. Donc ça va nous donner beaucoup de joueurs, des autres joueurs. Hein. Même si l'Égypte est un peu plus prudente, parce que l'Égypte ne fait pas trop confiance aux jeunes. Aux jeunes L'Égypte mise sur les anciens. L'Égypte mise beaucoup sur les anciens, sur l'expérience. Pourquoi François? Là, si tu vois l'équipe égyptienne, c'est beaucoup de changé. Il y a beaucoup de gens dans l'équipe actuellement. Il y a beaucoup de gens dans l'équipe. On voit seulement Mohamed Salah, même, c'est pas très vieux, mais ça c'est presque les grands dans l'équipe. Mais les autres là sont plus jeunes. Tu as Ali Amr, tu as Ashraf, Amr Gaber. Voilà, tu vois, Trezeguet qui a 27 ans. Oui, Trezeguet c'est parmi les vieux dans l'équipe. Mais il y a beaucoup de jeunes dans l'équipe. Toujours, vous savez, vous voyez même, toujours l'équipe égyptienne, il y a des jeunes. Chaque fois, il y a des jeunes. Il y a des vieux, il y a des jeunes. Il y a des vieux, voilà. La prochaine fois, Mohamed Salah, Trezeguet sera bon, on va voir. Mais il y aura encore des autres jeunes qui vont passer. D'accord, on espère qu'on donnera plus de chances à ces jeunes-là. Vous êtes... Oui, je pense que ça, c'est le fruit du travail des centres de formation, que certaines nations même ont déjà compris cela. Ils ont mis en place des centres de formation pour encadrer ces jeunes. Parce qu'avant, le football africain évoluait dans la rue. Le temps qu'il arrive, ou bien qu'il ait un club européen, là où il va se canaliser, il a plus de l'âge. Mais si nous regardons aujourd'hui l'équipe du Sénégal, nous voyons Crépin Diatta, nous voyons Ismaël Sarr. Ce sont des jeunes qui ont voulu dans des centres de formation et qui ont eu un certain outillage avant d'aller en Europe. Même nous revenons un peu en arrière, il y a quelques semaines de cela, l'équipe sénégalaise qui a participé au mondial U20, la majeure partie de ces jeunes sont issus de centres de formation sénégalais et implantés au Sénégal. Nous donnons aussi l'exemple du mondial récemment déroulé en Russie. Le cas de Mbappé, c'est un jeune joueur de moins de 18 ans, ou bien 19 ans même, mais qui a remporté le championnat du monde. Donc il n'y a plus de cette caractéristique pour dire non, que la personne est jeune, qui n'a pas encore cette maturité-là.
Parce que grâce au centre de formation, nous avons ce raccourci d'inculquer aux jeunes cette maturité et ce bagage intellectuel pour pouvoir évoluer sur le terrain. Le Sénégal, nous y restons pour dire que dans le cadre de cette 3e journée de la Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal jouera aujourd'hui face à la Tanzanie, le Maroc face à la Namibie et l'Algérie face au Kenya. Le Sénégal qui jouera sans son Sadio Mané. Le Sénégal jouera sans Sadio Mané, mais j'aime bien cette expression qui a été utilisée hier par un confrère sur une autre chaîne où il disait que le Sénégal avance masqué. Cette fois, pour mieux jouer son coup, le Sénégal refuse d'endosser le statut de favori, même si au classement FIFA, le Sénégal est le premier pays africain. Le Sénégal avance modestement et il va falloir regarder de près le comportement des Lions, pas de la Teranga, parce que le président Macky Sall a demandé de laisser la Teranga à Dakar, mais de se comporter comme de vrais lions sur le terrain au moment de transmettre le drapeau aux Lions. Mais je crois que vraiment on va avoir affaire à une équipe à prendre très au sérieux. Ne pas mettre le Sénégal en avant face favori, à la Tanzanie. C'est du politiquement correct. Il faut reconnaître que le Sénégal actuellement, c'est l'une des équipes les plus fortes du continent. S'il y a 3 équipes qui sont fortes sur le continent, le Sénégal en fait partie. Donc pour moi, le Sénégal est parmi les favoris. Ici, on met l'Égypte, on prend le Sénégal. Moi, je mettrai les deux comme les premiers favoris. Après, on verra les autres. Donc le Sénégal a intérêt pour ce premier match-là à pouvoir s'imposer, peu importe le score, mais il faut que le Sénégal s'impose pour pouvoir. Parce qu'il ne faut pas se laisser prendre au jeu de l'Égypte voilà, et celui du Nigeria également. Il ne faut pas prendre ce risque-là, il faut pouvoir s'imposer face à la Tanzanie. C'est leur première confrontation en phase finale, c'est leur première confrontation, donc c'est l'occasion pour le Sénégal. Ce qui est intéressant avec le Sénégal, c'est qu'elle n'a pas démarré, cette équipe ne démarre pas sa compétition avec une équipe habituée. Par exemple, dans son groupe, il y a bien l'Algérie qui est, imaginez-vous, match d'ouverture de ce groupe-là face à l'Algérie, ça poserait problème. Ils ont eu la chance de commencer face à la Tanzanie, qui n'est pas forcément une équipe du même calibre. Maintenant, c'est au Sénégal de faire très attention et d'avoir observé l'Égypte et d'avoir observé le Nigeria et surtout la Guinée qui s'est fait surprendre par Madagascar et de pouvoir s'imposer. Ils ont des joueurs pour, je crois que ils ont, là tout à l'heure on vient d'avoir une dépêche, peut-être que ça va être une équipe probable, on n'a pas encore officiel. Quand vous alignez une attaque comme Keita, Nyang et Ismaïla, ça, je ne vois pas comment, si ce n'est que la malchance ou l'inefficacité offensive, que cette équipe-là ne marque pas dans cette formation. Depuis quelques éditions de la Coupe d'Afrique des Nations, les dernières, le Sénégal a été donné pour favori sur le papier, comme c'est le cas aujourd'hui, mais malheureusement n'a pas répondu aux attentes du public et des populations. Peut-être que la posture, parce que c'est la posture du sélectionneur Aliou Cissé, qui préfère ne pas être vu comme un favori, mais arriver pas en outsider, mais en équipe à prendre au sérieux, vu que les années précédentes, notamment la dernière édition, je crois en Guinée, au Gabon et en Guinée équatoriale, l'équipe du Sénégal était aussi sur le papier non, moi je pense que celle de 2015, elle était très forte. La grosse déception, c'est celle de 2015 en Guinée, qui avait des joueurs très, très puissants. C'est vrai que là, de celle de 2015 en Guinée, et même après. Mais 2017, n'oublions pas qu'ils sont tombés face à une équipe qui est devenue championne d'Afrique. Donc, après, il faut savoir dans le circuit du parcours sur quelle équipe on tombe. Si vous tombez en quart de finale ou en demi-finale face au pays, par exemple, comme l'Égypte, ça peut vous plomber. Mais encore que la qualité des hommes est là. C'est-à-dire que ça n'a pas changé. Il n'y a pas de grand changement. Oui, mais c'est au Sénégal. C'est à Aliou Cissé de profiter de la génération qu'il a aujourd'hui. S'il n'est pas capable de jouer une finale, je pense qu'à la fin, il doit rendre les armes parce qu'on ne peut pas avoir une telle équipe. Ce n'est pas que l'entraîneur. Aziz, on va prendre un avis du public. Monsieur Zitoun, est-ce que vous pensez que le Sénégal a toutes ses chances pour ce premier match face à la Tanzanie? Micro. Oui, monsieur Zitoun, vous disiez à l'instant. Je disais que le Sénégal va gagner ce premier match.
Personnellement, c'est sentimental, mais je pense qu'ils vont gagner. En regardant, je connais cette équipe. Même sans je ne suis pas un joueur grand phare. fan du sport, mais je regarde de temps en temps. Et c'est une équipe qui a vraiment les meilleurs, pratiquement les meilleurs joueurs actuellement sur le continent africain. C'est une grande équipe, c'est une réalité. Je sais, ce n'est pas une science infuse le football, mais je suis sûr que le Sénégal va gagner ce premier match. Et même peut-être avec 2 ou 3 buts. Voilà, c'est mon pari à moi. Et on a une Sénégalaise à côté de M. Zitou, du côté du Gabon. Qu'est-ce qui se passe en termes de mobilisation? Parmi les équipes favorites. On va écouter la Sénégalaise. Au Gabon, comment la population sénégalaise se prépare pour ce premier match? Très bien. Ce soir, il y aura une projection du côté de l'ambassade. Donc, j'invite les Sénégalais à venir massivement pour soutenir les Lions de la Teranga. C'est un peu ça. Et vous pensez que le Sénégal, bon, c'est vrai, vous êtes une supportrice, vous ne nous direz pas le contraire, que le Sénégal gagnera ce match face à la Tanzanie? Pour moi, j'ai totalement confiance aux Lions de la Teranga et que c'est une victoire aujourd'hui. Ce n'est pas à discuter. Donc, ce sont les favoris, c'est les meilleurs et en tout cas, bonne chance à eux. Et on a les préparatifs de la CAN des Lions de la Teranga. Si on peut la voir, comment ils se sont préparés pour ce premier match face à la Tanzanie. Mais comme on le disait tantôt, François, c'est un Sénégal sans Sadio Mané. Pour moi, ça reste quand même un handicap. Parce que Sadio Mané fait partie de ces joueurs, on va dire, en griffe star que comptent les Lions. Un Sénégal sans Sadio Mané, quand même. Non, pas un handicap, ce serait un peu trop fort. C'est-à-dire qu'il y a des arguments offensifs dans l'équipe du Sénégal qui ne sont peut-être pas à la hauteur de l'efficacité de Sadio Mané, mais il y a de quoi faire parler la poudre, marquer des buts spectaculaires, très beaux, en tout cas parmi ceux qu'il y a comme joueurs dans le dispositif. Maintenant, en ce qui concerne l'efficacité, c'est vrai, lorsqu'on a un Sadio Mané qui est co-meilleur buteur du championnat anglais, il est évident que ne pas avoir avec soi un joueur de ce calibre peut constituer un manque à gagner pour l'équipe. Mais en réalité, le Sénégal, s'il est au classement FIFA numéro 1 en Afrique, c'est bien parce que dans chaque compartiment de l'équipe, il y a de quoi satisfaire le public et répondre, en tout cas en termes de critères de performance. Donc on va regarder la préparation des Lions de la Teranga et puis on revient tout juste après pour en parler. Offrir aux Lions un cadre approprié pour la réussite de leur mission, c'est le souci majeur des fédéraux. C'est ce qui justifie le choix de la base militaire aérienne du Caire pour leur hébergement et leur camp d'entraînement à 2 pas du stade où ils vont évoluer. À ce stade, vous avez pu les suivre déjà en Espagne. Je pense qu'ils ont pu se préparer dans les conditions adéquates là-bas, dans un cadre qui est de qualité. Ils ont pu jouer en tout cas les matchs amicaux que le coach souhaitait. Et vous avez pu voir les conditions d'hébergement ici dans cet espace de Air Defense Force ici avec un hôtel qui a été privatisé parce qu'à l'origine il devait loger dans le grand hôtel de Tibaros avec les Kenyans et on les a préféré les isoler. Et nous avons essayé aussi, comme on l'avait fait pour la Coupe du Monde, de personnaliser le centre pour qu'ils s'y sentent le plus confortablement possible. Et quand on regarde aussi ces pelouses, les conditions ici de sécurité, de calme, je peux dire aujourd'hui qu'à ce stade aussi, toutes les conditions sont remplies pour que l'équipe entre de la manière optimale dans les compétitions. Je dois ajouter qu'aussi à Dakar, les questions de primes avaient été évacuées avec l'État et la Fédération. Aujourd'hui, on peut dire que tout est au beau fixe. D'importantes dispositions prises pour que le Sénégal fasse mieux qu'en 2017. Nous imposons des exigences pour pouvoir permettre à notre équipe d'être au top dès le début de la compétition, mais aussi jusqu'à la fin, parce que la finalité justement c'est d'aller jusqu'au bout, pour ne pas dire le plus loin possible, donc jusqu'au bout. Et pour cela, il faudra non seulement qu'on répète ces conditions de séjour ici, mais surtout qu'on soit présent à chaque fois que ce sera nécessaire pour que rien ne manque à nos joueurs.
Et surtout, c'est le plus important, je pense que nous avons essayé d'analyser les origines et les raisons de nos échecs passés pour nous améliorer. Et on espère que nous allons faire sauter le verrou du quart de finale pour ce tournoi-là, pour nous projeter plus loin. Pour Maître Augustin Senghor, l'équipe fédérale va continuer le travail pour que Sadio Mané et ses coéquipiers fassent bonne figure dans cette compétition. Ce n'est pas un hasard si le bus qui les transporte porte un nom bien connu au Sénégal. Les bombardiers, c'est le nom que porte le bus des Lions de la Teranga. Est-ce qu'ils vont bombarder? On ne sait pas si c'est en hommage avec le lutteur Bombardier qui est un grand champion de lutte avec frappe. Exactement, peut-être s'inspirer de la puissance et du grand lutteur que fut Bombardier. Je pense. Bombardier qui est toujours en activité d'ailleurs. Je pense que même Alice a déjà donné le temps parce que lui, il a dit qu'il faudra de la sueur, des larmes et peut-être même du sang pour cette CAN. On va prendre un élément au public. Astabousso, est-ce que tu peux passer le micro au monsieur à côté de toi? Il parle arabe, mais je pense que monsieur Zitoun pourra faire la traduction pour nous. Qu'est-ce que vous pensez des Lions de la Teranga? Bonjour. Bonjour. Le traducteur peut prendre le micro. Le traducteur peut prendre le micro. فريق السنغالي بيلعب كويس جدا وفريق محترم كل الناس بتقدره وهو حتى يعني محتمل يكون الحصان الأسود في الدورة دي. Il dit que l'équipe du Sénégal, c'est l'une des meilleures et elle est peut-être même la favorite pour avoir la CAN de cette année. Voilà, toutes ses chances, c'est la meilleure équipe. Donc, ce sont des bombardiers. On espère qu'ils vont bombarder la Tanzanie tout à l'heure. Et puis, à côté du Sénégal, on a le Maroc. Marie, Paul, on choisit les noms pour faire peur aux autres. À l'adversaire. À l'adversaire. C'est pas vrai. Bon, sait-on jamais, peut-être ça marche pour certains, on ne sait pas trop d'où les équipes africaines tiennent leur nom, mais bon. À côté du Maroc, on a la Namibie, le Maroc, oui, le Maroc Hervé Renard. Maroc-Namibie avec Hervé Renard pour le Maroc. Je crois que là aussi, ce sont deux équipes qui ont à peu près le même style de jeu, c'est-à-dire que des équipes qui aiment bien manier le ballon, qui aiment les petites passes. Quand vous regardez le style marocain, le style namibien, c'est au niveau de la technique. Après, il faut se dire que le Maroc a plus d'expérience que la Namibie, des joueurs qui évoluent au plus haut niveau. Là encore, ce sera à l'arrache et à la détermination que la Namibie devra affronter cette équipe marocaine qui a un sélectionneur qui prend du bol dans le continent et qui a commencé à avoir son carnet d'adresses et sa carte de visite sur le continent, bien sûr, avec cette victoire face à la Zambie, pour la Zambie en 2012 et ensuite la Côte d'Ivoire en 2015. Et là, pourquoi pas rééditer cette année avec le Maroc pour être le seul sélectionneur européen, du moins non-africain européen, à avoir remporté 3 compétitions avec 2 équipes nationales différentes. Aziz, Maroc-Namibie, le Maroc a toutes ses chances? Le Maroc va avec la faveur des pronostics. Sur le papier, le Maroc est au-dessus de la Namibie. Maintenant, il faut espérer qu'il y aura un sursaut du côté des Namibiens. On a vu d'autres équipes du même rang se comporter de façon très honorable. Peut-être que la Namibie aura aussi la possibilité de tenir tête au Maroc. Mais il faut bien que les Marocains se le disent, ça ne va pas du tout être une partie de plaisir. Tout à fait. Et puis à côté, nous sommes toujours dans le zoom des équipes, on a l'Algérie face au Kenya. L'Algérie qui a connu plus ou moins des turbulences, mais l'Algérie est quand même là pour cette 32e édition. L'Algérie a un jeune, on va le dire, dans le métier, un jeune sélectionneur, Djamel Belmadi, qui est un ancien de l'Olympique de Marseille, de Lyon, etc., qui revient après avoir entraîné pendant longtemps dans le Qatar et qui revient dans son pays en tenant cette sélection et qui essaye d'imposer sa rigueur. C'est un consanguin, c'est quelqu'un qui a du caractère. Et on sait qu'en Algérie, c'est difficile quand vous êtes sélectionneur parce que votre premier adversaire en Algérie, c'est la presse. Et beaucoup, vous vous souvenez de Rabat Madjer qui a jeté complètement l'éponge à cause du comportement de la presse. Donc quand vous avez une sélection comme l'Algérie, parce qu'il y a un potentiel énorme au niveau de l'Algérie, souvenez-vous de leur sortie en 2006 lors du Mondial 2006, c'était l'espoir du continent en 2006 en Coupe du Monde. Et après, l'Algérie se perd un tout petit peu malgré la force d'attaque et surtout des jeunes générations. Ils ont
beaucoup de binationaux qui reviennent en Algérie et qui essayent de donner la plus-value à cette équipe. Malheureusement, une plus-value qui ne leur permet pas d'obtenir le Graal continental et de s'imposer sur le toit de l'Afrique. Saoud, Algérie, Kenya, vous pensez que l'Algérie a toutes ses chances face au Kenya? Bon, moi je vois l'équipe algérienne, surtout les dernières années, elle n'avait pas de bons scores, n'a pas fait de bons matchs, d'accord. Et puis aussi encore la situation actuelle politique en Algérie, ça va aussi jouer sur l'équipe. D'accord, ça va aussi jouer sur l'équipe, mais ça c'est une vue, mais on va aussi voir la Kenya, d'accord, l'équipe de la Kenya, d'accord, comment elle va jouer, d'accord. Donc on ne peut pas estimer vraiment, on va voir un match, c'est peut-être les deux sont des mêmes niveaux, quelque chose comme ça. L'Algérie en 2017 aurait pu être parmi les équipes qui espéraient aller même jusqu'en demi ou en finale. Vous vous souviendrez qu'ils étaient dans le même groupe que le Sénégal. Et leur échec face au Sénégal avait été très très mal perçu du côté d'Alger parce que là ils avaient espoir aussi de faire quelque chose. Est-ce que cette année va être la bonne pour l'Algérie? Tout va démarrer cet après-midi, on verra bien. Ils nous donneront peut-être le signal de ce que sera cette formation pendant cette compétition. C'est le premier outsider. Exact. Sauf que ça devrait se convertir sur le terrain. Ils vont aussi avoir, au même titre que les équipes maghrébines, le soutien du public. Nous avons constaté que les autres équipes africaines qui jouent, les stades sont vides. Et eux, ils auront le soutien de leur public, vu qu'ils ne sont pas trop loin de la proximité. La proximité, ouais, exactement. Et puis on en parlait hier, on disait qu'on devait revenir sur le sujet aujourd'hui, les primes, toujours dans les sélections africaines. Un problème, on a eu le professeur Sako, il est professeur en management du sport. Spécialiste en management du sport, entre autres, c'est un juriste. Et nous l'avons eu au téléphone pour répondre à certaines questions sur le problème des primes dans les sélections africaines. Si la régie est prête, si elle nous fait signe, est-ce qu'on pourra la voir? Professeur Sako, bonjour. Les problèmes de versement des primes au sein des sélections africaines, elles sont récurrentes. Quel est votre sentiment par rapport à cela? Vous savez, une prime, ce n'est pas un salaire, c'est une sorte de récompense ou de motivation en vue d'obtenir un résultat. Alors, lorsqu'il vous est promis une prime et que le résultat est atteint, la prime doit être de mise, c'est mon avis, et devient obligatoire. Enfin, pour faire court, on peut estimer que c'est une promesse. Or, et vous le savez mieux que moi, l'adage dit que la promesse est une dette. Et en conséquence, les joueurs de foot qui ont fait bouger un tout petit peu les autorités ces temps derniers, notamment les Camerounais et les Zimbabwéens, je crois qu'ils ont eu raison de réclamer ce qui leur est dû par ceux qui avaient promis quelque chose. Ceci dit, ces affaires à la veille de la compétition me ramènent à la lancinante question du financement du sport en Afrique. Qui doit financer le sport en Afrique? Est-ce que ce sont les États? Est-ce que ce sont les autorités sportives comme les fédérations qui de plus en plus réclament une autonomie reposant sur leurs organisations sportives internationales, comme quand je prends l'exemple du foot, la FIFA aujourd'hui, qui demande à ce que les fédérations ou l'autonomie des fédérations nationales puissent être respectées par les autorités, notamment les autorités politiques et autres. Alors, je crois que ces questions, elles ne doivent pas pouvoir être éludées actuellement. On doit leur donner une réponse intelligente parce que ces questions sont à l'ordre du jour. Et quand je dis intelligent, c'est parce que aussi, on doit partir de l'idée que les États n'ont pratiquement plus les moyens de tout supporter du point de vue financement. Il y a beaucoup d'autres priorités et il n'y a pas que le sport. Et quand il s'agit des grandes manifestations sportives, aujourd'hui, il pèse sur l'assiette des États une sorte d'obligation d'être présent. Aucun État africain n'ose aujourd'hui, en tout cas pour ce qui est la plupart, je connais mieux les États de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, aucun de ces États n'ose aujourd'hui ne pas participer à ces compétitions sportives, notamment la CAN. Mais comme je le dis, il y a un problème de priorité. Pour moi, ce qui est en train de se faire en ce qui concerne mon pays, le Sénégal, moi je suis de ceux qui militent actuellement pour que les États soient relayés par les fédérations qui deviennent de plus en plus liquides aujourd'hui. Quand je dis
de plus en plus liquide. Je prends l'exemple de la Fédération sénégalaise de football. Du fait des résultats de l'équipe nationale de foot, aujourd'hui, la fédération est quasiment liquide, elle a beaucoup d'argent. Alors pourquoi on continue à demander aux États de participer? Professeur, est-ce que les primes sont-elles versées en fonction de ce que verse la CAF aux fédérations? Je crois que ce n'est pas du tout sérieux aujourd'hui. Il faudrait que les États, les fédérations elles-mêmes développent des stratégies qui leur permettent d'avoir non seulement des ressources additionnelles, mais également de ne pas jeter en pâture les footballeurs quand ils réclament des sommes. Parce que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, il y a de très fortes chances que l'on monte les populations contre les footballeurs en disant voilà, ils réclament de l'argent alors qu'ils ne sont même pas capables de gagner quoi que ce soit en termes de trophées et tout cela. C'est pas cela. C'est l'histoire de quelqu'un qui fait son boulot et qui mérite un salaire. Il fait son boulot, il mérite un salaire. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il y a quelque chose sur lequel on ne doit pas du tout fermer les yeux. La carrière d'un sportif de haut niveau est très courte. Et en Afrique, on n'a même pas les moyens de leur assurer la reconversion. Alors je crois qu'il faut leur permettre aujourd'hui de pouvoir gagner, tant qu'ils sont en activité, la possibilité, beaucoup plus de moyens qui vont leur permettre d'avoir des retraites assez paisibles. Ceci dit, il faudrait, je ne blâme pas les joueurs, et je suis même, j'allais dire, peut-être avec eux, dans la mesure où ils ont choisi un excellent timing pour faire valoir leur dû, notamment la veille de l'ouverture de la compétition. Les projecteurs sont braqués et tout le monde est en train de regarder. Je crois que c'est ce qui a aidé à régler le problème. Il faudrait que les États, les fédérations et tout ce qui tourne autour du sport se mettent quelque part et qu'on réfléchisse à comment financer le sport en Afrique. Voilà, sur la première question. Comment financer le sport en Afrique? Sinon, qui finance le sport? Pour revenir sur ce problème de primes dans les sélections africaines, on l'a vu tout à l'heure, le Sénégal est parti à la CAN avec ses primes déjà payées. Déjà, il faut, tout à l'heure par rapport à la question que vous avez posée au professeur sur les primes, est-ce que les primes sont liées au versement que la FIFA ou la CAF donnent aux fédérations? Non. Il y a d'abord, dans chaque État, il y a dans la loi des finances, en fait, de chaque État, il y a ce qui est prévu pour toutes les fédérations sportives. Donc, au niveau du football, c'est la même chose. Et en principe, les primes ne sont qu'un reversement de la part de l'État pour la sélection. Ce n'est jamais pris dans ce que la FIFA ou la CAF donne. Maintenant, ce que la CAF ou la FIFA donne, parfois ça peut servir au développement du football, par exemple au niveau des jeunes, au niveau des femmes, etc. Et ça, c'est ce qui est normalement utilisé pour le fonctionnement régulier d'une fédération. Au niveau des États, quand il est question de sélection, normalement, il y a un budget qui est dégagé par les États pour leurs équipes nationales. Après, derrière, il y a beaucoup. Ce qui est le problème en Afrique, c'est beaucoup de mains qui s'immiscent dans ce genre de choses et les montants parfois ahurissants font que certaines personnes mal intentionnées se disent mais comment ces hommes ou ces femmes peuvent gagner autant d'argent alors que moi je n'en ai pas, et cette attitude-là pousse à certains à faire n'importe quoi. Et c'est pourquoi on se retrouve dans ce genre de situation. Regardez hier soir, l'équipe nationale, pour faire une petite parenthèse, nigériane, qui allait participer à la Coupe du Monde après leur élimination face au Mali, ont refusé de quitter l'hôtel. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que si on sort de cet hôtel-là, les primes qui nous ont été promises, on ne les aura pas. Donc vous imaginez une équipe africaine en pleine compétition, en pleine Coupe du Monde, qui est éliminée, et là tout le monde voit, la presse internationale récupère ce genre d'informations-là, une équipe africaine qui refuse de quitter l'hôtel. Nigeria, vous savez qu'il faut le signaler dans le cadre de la Coupe du Monde féminine. Qui a été éliminée par l'Allemagne. Et là, il y a un problème actuellement, elle refuse de quitter l'hôtel tant que les primes ne sont pas payées. Ce n'est pas la bonne image de l'Afrique qu'on renvoie. Ce qui est en train de se passer en Coupe d'Afrique, c'est pareil, ce n'est pas une bonne image. Mais il y a entré, on ne voit que les joueurs. Mais qu'est-ce qu'on fait de nos dirigeants qui, malheureusement, ne nous rendent pas service? L'argent, moi je pense, quand l'argent est dédié pour un certain nombre de choses, et c'est ça, et c'est une gangrène pour toute la situation en Afrique. De l'argent qui est prévu pour une chose, d'autres personnes les prennent et les utilisent pour autre chose, et c'est ça qui fait qu'on n'avance pas. Je pense que la question de prime, soit on fait comme Madagascar, qui est parti sans prime, qui a dit vous partez, vous jouez sans prime, une fois c'est fini, vous rentrez. Le chef d'État a même sorti de l'argent pour s'occuper de tout ce qui est logistique, etc. Quand vous aurez fini, vous rentrez à la maison. Soit on fait ça, à ce moment-là, les joueurs qui voudront venir, ce seront les patriotes, et ils viendront jouer la compétition sans prime, et puis on accorde. Mais dès lors que vous en faites un décret, c'est fini. Il faut forcément le donner. Voilà. Asta Bousso, ton avis sur la question, doit-on donner ou pas les primes aux joueurs? Oui, je pense que des primes
devrait être donné aux joueurs parce que avant tout, avant d'être une passion, avant d'être un exercice patriotique, c'est leur travail, c'est leur gagne-pain pour parler de façon courante. Et je pense, comme ce que dit François, qu'une fois que ça a été relégué à un statut de décret, c'est quelque chose qui engage les autorités à devoir régler ces paiements-là. Donc oui, effectivement, je pense que les primes devraient être réglées. On a M. Mohamed à l'arrière. Est-ce que vous pensez que les primes doivent être reversées aux... أنا اتكلمت في الحتة دي المرة اللي فاتت وقلت إن الموضوع المكافآت ده لازم يبقى موجود علشان يبقى حافز قوي للعيبة إن هي تأدي أقصى ما لديها من مجهود، ودي بتختلف من شخص لشخص، لأن في شخص تاني بيلعب عشان الفانيلا وروح الفانيلا بتاع الوطنية بتاعته، بس الاحترافية دلوقتي مخليها اللعيبة بتفكر بكتير بعقلها إزاي هي تكسب أكتر قدر من الفلوس سواء اللعب مع المنتخب أو الأندية. فديت بتختلف من منتخب لمنتخب، وبيبقى التفوق فيها المنتخبات العربية لأن كل اللعيبة العربية بتلعب لروح الفانيلا أكتر، يعني المنتخب المغربي أو الجزائري أو الموريتاني أو المصري عندهم الموضوع ده مختلف شوية. Monsieur Mohamed dit que logiquement les joueurs doivent prendre leur prime. Ils doivent prendre, donc les États doivent donner les primes aux joueurs. Mais il y a des joueurs ou il y a des équipes qui veulent jouer pas seulement pour les primes, mais pour un peu le nationalisme. Dans ce cas-là, il faut s'entendre sur ce côté, mais ça reste toujours, actuellement, le football, c'est devenu un travail et par conséquent, il faut donner de l'argent à ces joueurs-là qui, c'est leur travail. Asta en anglais. Si ces primes posent problème, pourquoi pour certains ne pas les supprimer et pour d'autres pourquoi ne pas continuer dans le même élan? I don't think it would be fair to these teams that are players because even though certain authorities or certain organizations do provide for these bonuses to be paid to the players, I think it should be regulated as a whole and not be a partial problem that some players are subjected to and some not. I think in a general manner, the authorities, and maybe it should be imposed or demanded by the organizers of such competitions as the AFCON, to impose that those bonuses have to be paid in order for these players to be motivated and in order for these players to logically get paid for the performance that they come and deliver. On rappelle que c'est la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations et puis dans le cadre de cette 3e journée, les Lions de la Teranga jouent aujourd'hui face à la Tanzanie et nous avons nos correspondants à Dakar au Sénégal qui ont essayé de prendre les réactions des supporters, une foule en liesse. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dieu, nous sommes avec Dieu le Tout-Puissant. Et je suis, en tant que mascotte des équipes nationales, le président d'honneur du 12e Guinée. Et nous sommes en train de nous préparer, nous, en tant que 12e Guinée, qui préfère la couleur nationale de notre pays. Et nous nous habillons en couleur nationale de notre pays. Et nous sommes là ici au Sénégal. On se prépare, si nous sommes là, on se prépare. Si nous avons quitté ici demain aussi, ou après-demain, après le match, on se prépare. Nous sommes tous fins et prêts, et tous les Sénégalais sont fins et prêts derrière notre équipe nationale.
Nous sommes toujours sur Focus Can dans le cadre de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Là, nous avons eu la réaction des supporters des Lions de la Teranga, c'est à Dakar au Sénégal. Des supporters également confiants pour cette première sortie des Lions. On a vu la mascotte du 12e Gaïndé. C'est évident qu'il faut pousser l'équipe. C'est le 12e homme donc, qui va accompagner, on l'espère, l'équipe du Sénégal tout au long de cette compétition, parce qu'on imagine bien que les Lions ne vont pas s'arrêter au premier tour. Donc il va falloir pousser, accompagner l'équipe, et c'est important de se sentir soutenu, surtout par les supporters. On voit bien qu'ils sont très enthousiastes, chauds, arborant des drapeaux et même une chorégraphie. Donc ça devrait être très galvanisant pour les Lions du Sénégal. Je crois qu'ils sont pas loin de la RTS ou de la place Obélix. Je pense exactement, ils sont autour de la RTS. Le Sénégal, le peuple sénégalais est très très attaché à son équipe nationale, surtout depuis la génération, on va dire 2000. Cette équipe a donné beaucoup de confiance au peuple sénégalais, et depuis ces années-là, ils sont restés dans ce giron-là, même s'il leur manque juste ce titre-là, mais c'est une toujours... étoile, hein, il manque juste une étoile, voilà, pour pouvoir rendre ce peuple-là plus qu'heureux, parce qu'ils ont toujours cette culture d'être derrière leur équipe nationale. Et là, vous voyez, le match n'a même pas encore commencé. Vous voyez qu'il n'y a aucune victoire encore en vue, mais vous voyez comment ils sont derrière. C'est-à-dire que même les joueurs, quand ils voient ces images-là, si la RTS reprend ces images et les envoie lors de leur préparation, là, ça donne la chair aux poules, et puis ça permet aux joueurs d'être galvanisés. Saoud, des supporters sénégalais en liesse aussi comme les supporters algériens. Et comme on a dit avant, c'est une occasion en Afrique pour fêter. La plupart des pays africains maintenant, c'est la fête. D'accord. Et surtout quand l'équipe nationale qui joue le même jour-là, c'est une grande fête. C'est pas seulement au Sénégal. Je vois ça au Sénégal, au Maroc, en Égypte, au Cameroun, au Nigeria. Je crois qu'il y a la fête toujours comme ça. Peut-être c'est un peu différent d'un pays à l'autre, mais il y a la fête partout. Il y a la fête partout. Le football unit les peuples, comme on aime à le dire. Et puis le football unit les peuples, mais c'est trois équipes, trois confrontations aujourd'hui. Et puis, Asta Bousso, si tu es prête, tu nous présenteras les joueurs à suivre. Oui, en parlant de Sénégal, Crépien Diatta, l'une des principales attractions du Sénégal en Égypte, est un joueur de 20 ans évoluant en Belgique. Ce nom ne vous dit peut-être encore rien pour le moment, mais cela pourrait bien changer après la CAN. L'ailier offensif, capable de jouer à droite ou à gauche, a peut-être gagné ses galons de titulaire lors des matchs amicaux de mars. Face à Madagascar et contre le Mali, Diatta a marqué les esprits et s'est mis l'opinion publique dans la poche. À un poste où le Sénégal ne manque clairement pas de talent, Diatta a peut-être grillé la concurrence, et on ne sera pas étonné d'apprendre que plusieurs grands clubs européens vont avoir l'œil sur les pelouses égyptiennes. Très mobile et disponible, le petit gabarit, 1m73 quand même, a apporté du liant entre le milieu de terrain et l'attaque. Finaliste de la CAN des moins de 20 ans avec les Lionceaux en 2017, Crépin Diatta évolue en Europe depuis son arrivée à Strasbourg en L1 norvégienne au mois de février 2017. Autre étoile montante, sur qui œil doit être regardé dans cette compétition, le jeune Mbwana Ali Samata, récent soulier d'ébène en Belgique après sa belle saison à Genk. Il semble arriver et se profiler comme l'homme qui peut faire la différence. L'attaquant du KRC Genk, actuel co-meilleur buteur du championnat belge, s'est vu décerner le prix du meilleur footballeur africain, évoluant en Belgique en 2019, étant aussi le premier Tanzanien récompensé en 28 ans. Après une saison aussi brillante et avec la CAN 2019 en ligne de mire, l'avenir s'annonce encore plus beau pour Mbwana Ali Samata, déjà courtisé ailleurs en Europe. Toutes compétitions confondues, Samata cumule déjà 32 buts et 6 passes décisives en 48 rencontres jouées. Il avait déjà pris un excellent départ dans cette saison lors des premiers tours de la Ligue Europa, avec 2 buts inscrits au 3e tour et 4 autres buts lors des barrages. En phase de groupe, l'attaquant n'a pas faibli avec ses 3 réalisations supplémentaires. Aujourd'hui, en ne tenant compte que de statistiques en Jupiler Pro League, il est toujours dans le top 10
buteurs les plus prolifiques d'Europe, devant les cadors comme Robert Lewandowski, Bayern Munich, Mohamed Salah du Liverpool, Luis Suarez du FC Barcelone ou encore Cristiano Ronaldo avec 21 buts. Le feu des projecteurs ensuite mis sur l'international marocain Hakim Ziyech, pardon d'écorcher le nom, figure dans ce top 10. Révélation de la dernière Ligue des Champions, le milieu offensif marocain de l'Ajax sera l'une des attractions de la compétition. Annoncé sur les radars de plusieurs grands clubs européens, Hakim Ziyech sera un pion essentiel des Lions de l'Atlas en Égypte. Altruiste et très technique, il peut renverser à lui seul le cours d'un match. Ensuite, la Namibie, petit pousset de cette CAN, compte bien relever le défi et ôter cette étiquette de petit pousset de la CAN grâce à un de ses joueurs, Ronald Ketijere, 31 ans, qui évolue au sein du club de University of Pretoria en Afrique du Sud, entre devenir international algérien ou français. Il sera incontestablement la star de l'équipe algérienne et l'une des grandes vedettes de cette CAN. Riyad Mahrez aura à cœur de réussir une grande CAN et de confirmer sa très bonne saison avec les Citizens. Mahrez, qui est parvenu à trouver du temps de jeu à Manchester City, rappelons-le, 7 buts en première ligue dont un sublime lors de la dernière journée, va devoir prendre ses responsabilités en sélection pour faire briller le drapeau algérien en Égypte. Et pour finir, Victor Wanyama va guider le Kenya en cours de cette Coupe d'Afrique des Nations en Égypte. Le joueur de Tottenham, qui a disputé la finale de la Ligue des Champions cette saison, va connaître sa première compétition en équipe nationale. Il devient, en 2013, le premier Kenyan à évoluer en Première Ligue en signant à Southampton avant de s'engager en 2016 avec Tottenham. C'était là la rubrique joueurs à suivre, des noms bien connus, Riyad Mahrez, Hakim Ziyech, des noms que l'on a entendus durant les grandes compétitions comme la Ligue des Champions et l'Europa League. Ils font partie de cette CAN-là. Hakim Ziyech aurait pu jouer pour la Hollande et le Maroc a vite fait de récupérer ce joueur qui est né bien sûr en Hollande et qui joue à l'Ajax, qui est aujourd'hui est sollicité par plusieurs grands clubs, notamment le Real Madrid et bien d'autres, Paris Saint-Germain, Barça et Liverpool. C'est des joueurs qui vont probablement faire cette Coupe d'Afrique, même si on sait que Riyad Mahrez, déjà depuis 2017, lors de l'édition précédente, était attendu malheureusement. Il a été à l'image de l'équipe algérienne qui avait été éliminée sans grande gloire. Et moi, je pense que le Sénégal devrait faire très attention à Samata. Il faut faire très attention à ce garçon qui est parmi l'un des meilleurs buteurs du championnat belge avec sa formation de Genk. Donc, c'est des joueurs qui sont à observer de très près parce que c'est des garçons qui, dans leur club, réussissent avec beaucoup de maestrat et qui pourront faire leur trou dans cette CAN pour pouvoir aussi, pourquoi pas, espérer aller dans des clubs plus huppés, quitter par exemple Genk pour aller dans un autre championnat beaucoup plus intéressant. Aziz, des joueurs à suivre, des joueurs connus pour certains et pas pour d'autres? Oui, en fait, dans la catégorie des binationaux, il y a de plus en plus de joueurs binationaux qu'on retrouve, notamment les pays du Maghreb, des pays comme le Maroc avec une forte colonie en Hollande. Il y a un nombre impressionnant de Marocains, Hollandais. On retrouve d'ailleurs parmi les hommes politiques, je crois, un des élus d'origine marocaine. Voilà, qui sont en Hollande. Donc il y a forcément dans la plupart de ces pays-là des communautés de jeunes Africains binationaux. Seulement, comme c'est qu'on arrive pour la plupart de ces nations à perdre des talents qui, dans la majorité des cas, choisissent de jouer pour le pays qu'ils connaissent le mieux et dans lequel ils ont été formés au détriment du pays d'origine. Une problématique, on en parlera peut-être au cours de nos différentes éditions de Focus CAN, la problématique des binationaux, qui choisir, pays de cœur ou par dépit, va-t-on vers les pays africains, mais ça, nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions de Focus CAN. Pronostic, Sénégal, Tanzanie. Oui, le Sénégal va gagner. Pour revenir aux jeunes produits, je pense que Crépin, il a confirmé tout le bien qu'on pensait de lui.
Parce qu'en 3 sélections, il a délivré 3 passes décisives. C'est le jeune que le Sénégal attendait. Peut-être on peut dire qu'Aliou Cissé a pu redresser ses erreurs qu'il a commises à la CAN et au Mondial, c'est de ne pas amener dans ses bagages ce jeune-là. Et aussi avoir un gardien qui a la posture d'Edouard Mendy. Si aujourd'hui les Sénégalais y croient, tout le monde qui se passe aujourd'hui au Sénégal, c'est dire qu'il est temps. Jotna Yonti. Cela veut dire qu'il est temps que le Sénégal remporte cette CAN. Nous avons le potentiel. Au Mondial, peut-être on n'avait pas un gardien. Mais aujourd'hui, nous avons un gars, Edouard Mendy, qui fait partie du top 5 des meilleurs gardiens de la France. Nous avons des jeunes aux dents longues qui peuvent bien résister et qui peuvent bien remplacer malgré que Sadio Mané ne joue pas ce match. Nous sommes confiants, pas pour la victoire de ce soir, mais nous sommes confiants pour remporter cette édition-là. Une fois de plus, nous allons pouvoir relever la tête pour dire que nous avons une étoile sur le cœur. Aziz, pronostic? Écoutez, on reste prudent. On a vu les premiers matchs, on l'a souligné tout à l'heure. Aucune équipe ne va venir offrir sa poitrine pour se faire, pour recevoir une gamelle de but. Il va falloir faire attention. Le Sénégal est favori sur le papier, c'est clair. On ne peut pas comparer individuellement le Sénégal à la Tanzanie et même sur le plan collectif, mais attention, il va falloir être prudent. C'est 80% pour le Sénégal et 20% pour la Tanzanie. Pour la Tanzanie. Saoud, pronostic? Tanzanie-Sénégal? Tanzanie-Sénégal, non, Sénégal quand même, ça dépasse. Ça dépasse beaucoup Tanzanie. De combien de buts? Bon, je vois avec 2 buts 0, voilà, 2 buts 0 en faveur du Sénégal. C'est une grande équipe qui est favori dans cette CAN. Bon, Sénégal, il est favori pour être le championnat de cette CAN, d'accord, bon, avec une grande équipe, donc c'est le favori, c'est 2-0. François, pronostic, Sénégal-Tanzanie? Il faut être prudent, comme l'a dit Aziz. Oui, il faut être prudent, même si je pense que le Sénégal a tout ce qu'il faut pour s'imposer face à la Tanzanie. Le maître mot qui devrait animer le Sénégal, c'est l'efficacité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas voir, ils vont partir probablement sur un 4-3-3 avec ces 3 flèches, parce que ce soit Ismaïla Sarr ou bien Koita Baldé ou Niang, c'est des garçons qui vont très vite et qui sont très véloces. Donc ce qui pourrait leur jouer de tour s'ils ne réussissent pas, c'est l'efficacité devant les buts. Parce que c'est ça le maître mot. C'est-à-dire que s'ils réussissent à cadrer le maximum des frappes, il y a de fortes chances que le Sénégal s'impose face à la Tanzanie, mais attention. Moi, je vais être plutôt prudente. Je vais sur un 1-0 pour être prudente. On l'a vu face au Nigeria hier. Celle que l'on qualifie de petites équipes, celle-là peut faire toute la différence. Et c'est sur cette note que se referme ce Focus Sport. Merci à vous. Merci Marie-Paul. À l'encontre de tous les Sénégalais, pour leur dire qu'ils pourront suivre la CAN, tous les matchs du Sénégal à une fan zone que nous organisons dans l'enceinte de l'ambassade. Donc tous les matchs du Sénégal seront en direct et en live à l'ambassade du Sénégal. Ça c'est pour les Sénégalais vivant au Gabon. Tous les matchs sont diffusés à l'ambassade du Sénégal. Et puis on va se quitter avec une rétrospective des buts de la journée d'hier. On se retrouve demain, toujours avec le même plaisir, quand il sera exactement 14 h chez vous. Hello la famille, African Unity.